Bonjour Sophie Lemaître. Bonjour. Vous êtes docteur en droit, vous êtes chercheur associé à la faculté de droit de Rennes et senior advisor au sein de l'organisation norvégienne U4 Anti-Corruption Resource Center. Vous avez publié l'ouvrage Corruption, évitement fiscal, blanchiment dans le secteur extractif de l'art de jouer avec le droit aux presses universitaires de Rennes. Et j'en profite pour dire que vos recherches vous ont valu de recevoir en 2019 le prix éthique de l'association Anticor. Alors pour en revenir au sujet de votre livre, sur ces mécanismes qui permettent aux compagnies pétrolières, gazières ou encore minières de contourner, de détourner leurs droits, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ces pratiques qui illustrerait l'ingéniosité fiscale et juridique de ces entreprises? Oui, tout à fait, merci. J'ai analysé dans le cadre de mon travail de recherche une trentaine d'affaires dont les faits ont lieu entre 2007 et 2018 à travers le monde. Donc je me suis intéressée, comme vous le disiez, aux pratiques de corruption, d'évitement fiscal et de blanchiment. Alors pour vous donner un exemple concret pour illustrer cette créativité, cette ingéniosité, on peut regarder le cas de Heritage Oil and Gas Limited, qui est une entreprise pétrolière donc, et qui a son siège social à Jersey. Cette entreprise, via une filiale aux Bahamas, détenait des parts dans un permis pétrolier en Ouganda. En 2010, l'entreprise a décidé de vendre ses parts dans ce permis pétrolier pour un montant d'1,45 milliard de dollars. En fait, les Panama Papers nous ont donné un petit indice de ce qui se passait en dévoilant des documents internes à l'entreprise, mais aussi des emails échangés entre l'entreprise et ses conseillers financiers et juridiques. Et ce qu'on voit, c'est que quelques jours avant la vente, l'entreprise a redomicilié sa filiale qui était aux Bahamas à l'île Maurice. Alors pourquoi? Eh bien parce que l'Ouganda impose une taxation sur les plus-values qui, dans le cas de cette vente, se serait montée à environ 400 millions de dollars et que l'entreprise ne souhaitait pas payer cette imposition sur les plus-values. Alors l'île Maurice, je disais donc, pourquoi? Parce que l'Ouganda et l'île Maurice ont une convention fiscale, ce que l'Ouganda et les Bahamas n'avaient pas. Et donc, au titre de cette convention fiscale, une entreprise qui est enregistrée à l'île Maurice n'a pas à payer d'impôt sur les plus-values. Donc, on voit bien un peu ici ce schéma et que ce n'est pas un cas spécifique à cette entreprise. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans le secteur. On voit souvent des entreprises qui opèrent dans un pays et qui sont enregistrées dans un autre, qui font appel à des conseillers juridiques et financiers et qui passent par des pays que moi j'ai appelés les paradis de droit parce qu'ils ont un système juridique qui permet d'offrir des avantages à ces entreprises. Alors comment est-ce que vous expliquez que c'est le secteur extractif qui est particulièrement concerné? Il y a d'autres secteurs aussi, mais le secteur extractif vraiment maîtrise cet art de jouer avec le droit. Est-ce simplement une question de puissance financière? Je rappelle que ce secteur est à l'origine de près d'un quart du PIB mondial. Alors je dirais que c'est oui et non. Oui, parce qu'il y a des profits immenses qui sont générés à l'issue de cette exploitation pétrolière, gazière et minière. Pour certains pays, ça peut représenter jusqu'à 90% des recettes budgétaires, comme en Angola ou au Nigeria. Mais pas seulement, il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer ces pratiques illicites. D'abord, c'est un secteur qui est extrêmement complexe, avec une multitude d'acteurs qui sont impliqués à toutes les étapes, que ce soit au niveau des entreprises, des gouvernements, des intermédiaires, comme les banques, les conseillers juridiques, la sous-traitance, etc. C'est un secteur qui est extrêmement opaque, on a très peu d'informations sur le sujet. C'est un secteur aussi où les ressources ne sont disponibles que dans certains pays, et des pays souvent à faible gouvernance, où l'état de droit est faible, et puis surtout, on en a besoin, on a besoin de ces ressources dans notre vie quotidienne. Nos téléphones sont faits avec des minerais issus d'un autre pays, comme la République démocratique du Congo, ou bien le pétrole pour nos voitures, les routes, etc. Alors toutefois, vous notez que les pratiques tendent à devenir plus éthiques, notamment en termes de transparence, mais dans le même temps, vous relevez aussi que les sanctions restent toujours relativement rares. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a poussé les entreprises à adopter des pratiques un peu plus éthiques? Ce qui est indéniable, c'est le travail il faut reconnaître le travail des organisations de la société civile et des journalistes d'investigation, mais aussi des lanceurs d'alerte, qui ont permis de révéler un certain nombre de pratiques illicites et qui ont conduit à un certain nombre de changements. Au niveau des entreprises qui adoptent de plus en plus de programmes anticorruption, de programmes de conformité, mais aussi des gouvernements qui ont changé leur arsenal législatif. En France, c'était par exemple en 2016 avec la loi anticorruption, dite loi Sapin 2. Dans le même temps, donc on a effectivement des avancées, mais dans le même temps, on a toujours ces pratiques, comme je le disais tout à l'heure. J'ai analysé des cas jusqu'à 2018 et encore cette année, en 2019, j'ai vu dans l'actualité des soupçons de corruption qui a impliqué le secteur extractif.
Donc en fait, on voit que ces acteurs s'adaptent, les pratiques se complexifient, se sophistiquent, on a une porte qui se ferme, mais une autre qui s'ouvre. Donc vraiment, le travail des organisations de la société civile et des journalistes d'investigation est important. Et puis en parallèle, ce que moi j'ai pu remarquer aussi, c'est que ce travail, alors qu'il est très important, fait souvent l'objet d'attaques, de menaces. Dans certains pays, on a des gens qui peuvent avoir leur vie menacée et de représailles. Et puis on peut avoir aussi une tendance maintenant, j'ai pu remarquer, à de procès en diffamation intentés par des entreprises à l'égard de journalistes ou de la société civile. Voilà, donc on peut dire que les entreprises du secteur extractif perfectionnent leur art de jouer avec le droit. Merci beaucoup Sophie Lemaître pour ces explications. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie à votre livre dont je rappelle le titre « Corruption, évitement fiscal, blanchiment dans le secteur extractif de l'art de jouer avec le droit ». Merci encore. Merci.